comité. Ah oui, il y a des mecs qui sont cherchés. Tout le monde qui a fait ça, on a fait tout. Et bien, qui va se demander qu'il a même. Et suis bien pour en plus l'église à sur les yeux, c'est une ancienne élection Philippe qui va se faire. Oui, là, normalement, il y a Bonsoir, bonsoir, bonsoir Hans, bonsoir Jonathan, bonsoir Naftali. Est-ce que vous allez bien? Jonathan, tu es là? OK. Et nous allons aborder le genre narratif. Le genre narratif, c'est un chapitre vraiment important parce que constat que j'ai réalisé chaque année dans les séances, dans les examens de français anticipé, on retrouve toujours le genre narratif, soit à travers
les questions de texte, soit à travers les autres questions. Je vais essayer de voir comment on peut aborder cette notion afin que nous puissions avoir l'habilité suffisante, ou encore la compétence suffisante dans ce domaine. Bon, et le genre narratif, c'est l'un des genres rencontrés dans la littérature. On rencontre aussi le genre narratif dans des textes non littéraires. OK. Il y a différents types de genres en littérature, genre narratif. Et il y a les romans, les biographies, contes, épopées, nouvelles, témoignages. Il y a les genres théâtraux. On y retrouve théâtre, tragédie, comédie, tragicomédie, farce, drame. Il y a les genres poétiques où l'on retrouve fable, ode, poésie, poème, sonnet, calligramme, etc. Il y a l'épistolaire. L'épistolaire, dans l'épistolaire, on voit déjà lettres. C'est écrit sous forme de lettres. Il y a les récits argumentatifs où l'on retrouve les essais, contes philosophiques, fables, parodies, pensées, etc. OK, voyons à présent ce qu'est le genre narratif. Le genre narratif, c'est un genre qui englobe des textes proprement littéraires comme les contes, les romans. Il y a aussi des textes extra-littéraires comme les faits divers ou les chroniques sportives. Écoutez, on retrouve le genre narratif à travers les contes, à travers les romans. À rappeler que le genre narratif, c'est un genre, on identifie ce genre, c'est à partir de des faits racontés, des histoires racontées. D'ailleurs, narratif, il y a histoire racontée. Lorsqu'on voit narration, c'est une histoire racontée. Et un texte narratif, c'est un texte où l'on raconte une histoire, où l'on décrit une histoire. Et si c'est pas, on peut retrouver dans un roman plusieurs genres. Dans un même roman, il y a un espace où l'on essaie de d'écrire quelque chose, soit une scène, un lieu, un personnage. Et lorsqu'il y a une description, il y a un texte descriptif. Mais généralement, les romans sont constitués de textes narratifs. Mais voilà, parlant de textes narratifs, il faut voir aussi que les textes narratifs peuvent concerner des histoires vraies et ça peut aussi concerner des histoires imaginaires. OK? Il y a un texte narratif peut être vrai, je dirais, c'est un fait, c'est une réalité basée sur la véracité. Cependant, ça peut arriver que la réalité, l'histoire racontée, c'est une histoire imaginaire, une histoire fictive. OK? Mais de toute façon, il y a toujours la présence de certains personnages. Ça peut arriver que l'auteur n'est pas présent, on verra ça beaucoup plus loin, et la position de l'auteur par rapport à la rédaction. Et il y a de toute façon l'auteur. L'auteur, c'est celui qui écrit.
c'est celui de qui vient l'histoire, de qui vient la pensée d'écrire. Ça peut arriver que l'histoire existe déjà, mais la pensée de raconter l'histoire, ça vient de l'auteur. Bien, l'auteur, c'est celui, c'est la tête pensante de l'histoire. C'est la tête pensante de la narration. Deuxième personnage qu'on retrouve dans les textes narratifs, dans le genre narratif, c'est le narrateur. Le narrateur, c'est celui qui a la responsabilité de décrire l'histoire, de identifier certains éléments dans l'histoire. C'est celui, en un mot, qui raconte l'histoire. Oh là là, je viens de perdre les autres. Il ne reste que Naftali, malheureusement. OK. On dit, le narrateur, c'est celui qui explique l'histoire. C'est celui qui présente les scènes non présentées à travers des actions. C'est lui qui a la responsabilité de rappeler au public, à l'auditoire, ce qui vient de se passer sans l'accomplissement d'une action visible, encore une action sur la scène. Il y a des scènes qui ne sont pas écrites, il y a des scènes que le narrateur doit rapporter. C'est pourquoi on dit le narrateur, c'est celui qui raconte l'histoire. Et il y a le personnage. Le personnage, ça peut arriver qu'il y a plusieurs personnages à travers le texte, mais on veut s'accentuer sur le personnage, ou bien les personnages principaux. Un personnage, c'est quelqu'un qui agit, quelqu'un qui est mis en scène, quelqu'un qui est appelé à accomplir une action quelconque. Eh bien, ce dernier, on l'appelle personnage. On dit personnage ou acteur. Et un acteur, c'est celui qui pose l'action. C'est celui de qui vient l'action. L'acteur ou le personnage. Et lorsqu'il y a un dialogue entre le personnage ou le metteur et un autre élément ou une autre personne, mais il faut de toute façon une sorte de transition. La transition, c'est que le personnage ou encore l'acteur devient dès ce moment l'émetteur. L'émetteur car il a la responsabilité de parler, de s'exprimer afin de faciliter la compréhension et même, pourquoi pas, la vision des autres. Et à partir de là, il y aura l'usage de la première personne, et soit du singulier ou du pluriel. Il y a aussi l'identité du narrateur et du personnage. Comment on peut identifier qui est le narrateur, qui est le personnage? Parce que ça peut arriver parfois que le narrateur et le personnage deviennent confondus. Le narrateur et le personnage deviennent confondus, deviennent comme s'il s'agissait d'une seule et même personne. Bien, dans un récit fictif, dans un récit imaginaire, on raconte les faits à la première personne. On raconte les faits à la première personne. Et lorsqu'on raconte les faits à la première personne, on dit que le narrateur devient automatiquement l'un des personnages du récit.
le narrateur devient l'un des personnages du récit, c'est-à-dire l'un des personnages, on peut dire clé, l'un des personnages essentiels du récit. Deuxième situation, c'est lorsque le récit en question s'agit d'une autobiographie. Une autobiographie, d'abord, il y a auto qui signifie, qui se réfère à soi-même, et biographie, c'est la biographie de soi par soi-même. Autobiographie, c'est la biographie réalisée par quelqu'un sur lui-même. Eh bien, lorsqu'il s'agit d'une autobiographie, de témoignage, d'un journal intime, on dit que l'auteur devient confondu au narrateur et au personnage. Le narrateur devient automatiquement le rédacteur et ce rédacteur comme l'auteur, c'est encore lui le narrateur et c'est encore lui l'un des acteurs du récit, du texte, de la narration. Parlant de genre narratif, il y a certains éléments qu'on ne peut pas ignorer, qu'on ne peut pas oh là là, on dirait que Nathalie, OK. Bien. Marcin, tu es là? Marcin, tu es là? Nathalie, tu es là? Oui. OK. Est-ce que tu as compris le début? Le début? Oui, le début de cette séance. Et Marcin? Oui. Marcin, tu es là? Oui, je vous entends. Est-ce que tu as tout compris? Bon, par rapport à des difficultés et avec le problème d'Internet, il y a certaines choses que je n'ai pas bien entendues. OK. Mais tu as vu le texte. Hans? Tu es là, Hans? Et Jonathan essaie de nous rejoindre une fois de plus. OK. Et je vais reprendre à un certain niveau afin de faciliter votre compréhension. Et un texte narratif possède toujours un auteur. Et cet auteur, c'est celui qui a pris l'initiative de rédiger la narration. C'est celui qui s'est engagé dans la voie de la rédaction. C'est l'auteur. Mais parfois, il y a l'auteur qui utilise un personnage afin de raconter l'histoire. Lorsque l'auteur utilise un personnage qui puisse raconter l'histoire, on dit que ce dernier, c'est un narrateur. Le narrateur, c'est celui qui présente, qui explique, qui raconte l'histoire. Il y a certains cas où le narrateur et l'auteur deviennent confondus. Il y a certains cas aussi où les acteurs deviennent confondus
par rapport au narrateur ou bien par rapport à l'auteur. On dit que le narrateur devient confondu par rapport au personnage, par rapport à l'acteur. On dit que ceci se produit lorsque le narrateur, ou bien lorsqu'on raconte les faits à la première personne du pluriel, ou encore à la première personne du singulier. Lorsqu'il y a usage de la première personne, on dit qu'il y a une sorte de confusion dans l'identification du narrateur et dans l'identification du personnage. Et parce que ces deux éléments deviennent confondus. Ces deux éléments deviennent confondus. OK. Lorsque le récit concerne une autobiographie, la biographie de quelqu'un réalisée par ce dernier, lorsque le récit c'est une autobiographie, on doit dire que l'auteur va utiliser son opinion, sa pensée, et bien à partir de là, on dit que le texte, dans ce texte, on dit que le narrateur, c'est l'auteur, est à la fois auteur et personnage, c'est-à-dire à la fois auteur et acteur à travers cette scène. Mais écoutez, il y a des indices qui puissent justifier un texte ou encore un genre comme étant un genre narratif. Premièrement, il y a deux temps qu'on utilise fréquemment. Ces deux temps sont d'abord le passé simple pour les faits, le passé simple pour les faits et les actions du passé. C'est-à-dire, si on veut présenter la scène, raconter l'histoire, c'est l'histoire, par exemple, de Dessalines. Eh bien, Dessalines est mort en 1806. Eh bien, il faut l'opportunité de faire cette recherche. C'est-à-dire, le premier temps utilisé, le premier temps des verbes utilisés, c'est le passé simple. Le deuxième temps, c'est le présent de narration. Le présent de narration. C'est le deuxième temps qu'on utilise souvent de fois dans le genre narratif. Premièrement, c'est le passé simple pour les actions du passé. Il y a le présent pour le moment présent, pour la présente situation. Il y a de toute façon des verbes qu'on utilise, d'autres temps qu'on utilise à travers le genre, narratif. Premièrement, il y a, lorsqu'il y a des récits oraux, c'est-à-dire des récits qu'on ne peut pas, des récits oraux, c'est-à-dire des récits qu'on présente oralement, qu'on présente par la voix, et les récits journalistiques. Et on dit souvent fois que ces textes utilisent le passé composé. Au lieu de passé simple, on utilise parfois le passé composé. On utilise aussi les parfaits, le plus que parfait, le futur ou le conditionnel. Écoutez, on utilise cette
temps-là, c'est-à-dire l'imparfait, plus que parfait, futur, conditionnel, c'est dans le but d'annoncer des faits ou encore des réalités postérieures aux actions centrales, c'est-à-dire des actions passées bien avant la réalisation de l'histoire racontée. Imaginez qu'on essaie de raconter l'histoire de Dessalines, eh bien, afin d'utiliser le plus que parfait, l'imparfait, le futur et le conditionnel, on peut utiliser ce temps-là afin de parler d'un événement qui a eu lieu avant le déroulement de l'histoire racontée. C'est-à-dire, on doit présenter un fait, si on veut utiliser les temps qu'on vient de mentionner, on devrait utiliser ces temps-là afin de présenter un fait ou une réalité passée ou encore qu'on a vécu dans le temps, un temps beaucoup plus ancien que celui des OK, on doit présenter, et avec l'aide de ces temps, des faits passés dans le temps. Un temps est situé dans une situation antérieure par rapport au temps présent. Parfois, on utilise les dates. Pourquoi les dates? On utilise les dates, c'est afin de situer les actions, les réalités dans le temps, dans un temps fixe, dans un temps bien déterminé. Pas une période de temps, mais un temps bien déterminé. Est-ce que cela est jusque-là, ça va? Jonathan, ça va? Jonathan? Oui, Est-ce que ça va? ça va. Comment? Oui, ça va. OK. Samuel, tu vas bien? Samuel, tu vas bien? Oh là là. OK. Il y a aussi des compléments circonstanciels de temps qu'on utilise, comme hier, le lendemain, avant-hier, quelques instants après, etc. C'est afin de situer les actions dans le temps. OK. Et rythme des actions du récit. Le rythme, c'est la vitesse. Comment ça se déroule? Est-ce que ça déroule à grande vitesse ou bien est-ce que ça déroule à vitesse réduite ou encore à vitesse ralentie? Généralement, il y a quelques outils permettant au rédacteur de mieux planifier le déroulement des actions, le déroulement à travers le temps, à travers la durée. Il y a le premier outil qu'on utilise, c'est l'ellipse. Ellipse, c'est le narrateur qui choisit de ne pas raconter une action. L'ellipse, c'est une réalité où le narrateur essaie de ne pas raconter un fait. L'ellipse, c'est le fait que le narrateur ignore une scène, un fait, une action. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas remarquer l'action non rapportée ou encore non racontée. On va remarquer ça de toute façon, mais il revient
au lecteur ou encore au spectateur d'identifier ce qu'il n'a pas compris, ce qu'il n'a pas vu. Et d'ailleurs, le reste du chant, le reste de l'histoire, du récit peut confirmer l'idée initiale du récit. Deuxièmement, il y a le sommaire. Il y a le sommaire. Dans le sommaire, le narrateur essaie de résumer une action, une vie, une longue période. Le narrateur résume une action, c'est-à-dire il donne l'essentiel de cette action. Et il peut résumer aussi une vie, une longue période en quelques lignes. En quelques lignes, il présente beaucoup de choses et c'est appelé avec peu de... Et on essaie de raconter l'essentiel sans ne pas tenir compte, sans ne pas raconter l'ensemble des détails. Lorsque le narrateur essaie de simplifier l'histoire, de simplifier une vie, un récit, une scène, on dit qu'il y a l'usage, il y a la désobéissance. OK, il y a de toute façon une certaine ambiguïté parce que le fait qu'il y a certaines actions qui n'est pas totalement décrites, ça peut engendrer une certaine ambiguïté. Mais écoutez, les actions ne se déroulent pas de manière isolée. Une action résumée sera de toute façon expliquée dans une prochaine action. Il y aura de toute façon une certaine explication dans l'autre scène, dans l'autre action, parce que de toute façon, l'idée non émise connaîtra de toute façon une montée en excellence, une montée en puissance. On parle aussi de scène. La scène, c'est situation où le narrateur donne l'impression de raconter l'histoire en temps réel. C'est-à-dire, le narrateur essaie de raconter l'histoire comme si l'action se déroulait au même moment de la narration. Il y a aussi la pause. Dans la pause, le narrateur suspend le récit afin de proposer une description ou un commentaire. Alors, on dit qu'il y a une lenteur maximale. Écoutez, celui qui joue le rôle de narrateur peut expliquer une scène, soit passée ou une scène à venir, ce qu'on aimerait voir, ce qu'on veut qu'on atteigne sous peu. Mais l'auteur essaie de dire ce qu'il pense, ce qu'il croit. Ou encore, l'auteur essaie de dire c'est ce que fait toujours ce genre de personnes, malheureusement. Mais de toute façon, c'est une obligation. Une obligation parce qu'il y a des scènes qui ne vont pas dérouler en présence, dans le livre ou en présence du spectateur s'il s'agit d'une narration mise en scène. Il y aura de toute façon des choses qu'on ne dit pas. Eh bien, les commentaires du narrateur, les descriptions du narrateur sont d'une importance capitale. Comment se structure un texte narratif? Afin de mieux comprendre la structure d'un texte narratif, on présente ce qu'on appelle un schéma narratif. Un schéma narratif. Un schéma narratif comprend plusieurs étapes. Première étape, c'est l'étape de la situation initiale.
situation où tout va bien, où tout passe bien, on dirait que rien ne va se dégrader, rien ne va mal passer de toute façon. Tout va bien. On dit à partir de là, on appelle cette période de temps situation initiale. Deuxième élément, c'est l'élément perturbateur. L'élément perturbateur, c'est la situation qui va déclencher le conflit, qui va déclencher une situation désagréable. C'est un élément qui va perturber le déroulement, le respect de la, encore le respect de la situation initiale. La situation initiale va être dégradée à cause de l'élément déclencheur. Troisièmement, il y a premièrement la situation initiale. Deuxièmement, c'est l'élément déclencheur. Troisièmement, ce sont les péripéties. On dit péripéties ou déroulement, c'est l'ensemble d'actions posées à partir de la perturbation. Lorsque la réalité est perturbée, il y aura de toute façon la réaction de quelqu'un, la réaction, encore un ensemble d'événements, un ensemble de faits, un ensemble d'actions déroulées. Et cet ensemble d'actions, on l'appelle péripétie. On l'appelle péripétie ou encore on l'appelle déroulement. D'autres éléments, c'est l'élément réparateur. Lorsque tout va mal, d'action en action, tout va mal, tout passe mal, il nous faut un élément régulateur, un élément réparateur. Mais l'élément réparateur, c'est un élément. Ça peut être une personne, ça peut être une action, ça peut être un élément quelconque. Eh bien, l'élément réparateur, c'est l'entité, c'est l'élément qui permet de retrouver un équilibre, d'arrêter le désordre, d'arrêter le chaos, d'éviter le pire. Et la toute dernière partie du texte narratif, c'est la situation finale. La situation finale, c'est la situation où tout revient dans l'ordre, où tout devient normal. Tout devient à la normale, eh bien, on dit qu'il s'agit de la situation finale. Et ceci, le texte narratif doit être terminé par la situation finale. La situation finale, c'est la toute dernière partie, le tout dernier élément du schéma narratif. Mais écoutez, ça concerne la structure, la façon dont le texte narratif est disposé, est organisé. Mais parfois, il faut aussi tenir compte des éléments, des personnages qui agissent ou qui réagissent à travers le texte narratif. Eh bien, c'est pourquoi on fait appel directement au schéma actentiel. Le schéma narratif présente le déroulement de la situation, le déroulement des actions, le déroulement de la scène. Cependant, le schéma actentiel présente la responsabilité de chacun des personnages, la responsabilité de chacun des acteurs. Premier acteur, encore premier personnage concerné, on l'appelle le héros. Le héros, c'est celui qui est considéré comme étant le personnage principal. C'est celui autour duquel toute la scène se déroule. C'est-à-dire, le héros, c'est celui qui constitue la toile de fond de la scène narrative. Deuxième, on appelle aussi le sujet. Le héros, c'est le sujet. Le deuxième élément, c'est l'objet. L'objet, c'est ce qui constitue l'objectif
Encore, ce qui pousse le héros à agir, c'est celui qui pousse le héros à agir, c'est celui qui constitue l'objet. L'objet, c'est pourquoi on fait ça, pourquoi on veut agir, pourquoi on veut faire ceci, on veut faire cela. Quatrième élément, c'est les adjuvants. Les adjuvants, c'est tous ceux qui participent dans l'aide, qui apportent un certain aide au héros. Celui qui apporte un certain aide au héros, on les appelle les adjuvants. Ça peut être une ou plusieurs personnes. Il y a aussi les opposants. Les opposants, ce sont ceux qui empêchent au héros d'atteindre ses objectifs, les opposants. Il y a aussi le destinateur. Le destinateur,